et bienvenue à cette visioconférence. Donc, bon, vous connaissez un petit peu les aléas des entrées sur le site. Donc, nous voici en visio. Donc, je voulais d'abord remercier Monsieur Pinon d'être avec nous ici aujourd'hui pour la présentation de cet ouvrage, Voyage au cœur des hémisphères, dans le cadre du mois du voyage. Alors, vous avez été nombreux à me poser la question, mais qu'est-ce que c'est l'hémiplégie? Pour moi, du coup, qu'est-ce que c'est l'hémiplégie? L'hémiplégie, en fait, c'est tout d'un côté paralysé. D'accord. Moi, le problème de mon handicap, c'est que je l'ai eu dès que je suis né, parce que je manquais d'oxygène. Donc, le médecin n'était pas là. Il était en train de jouer au golf ou prendre du plaisir sur un yacht. D'accord. Et j'ai manqué d'oxygène, et ce qui a provoqué une anoxie de prénatal. C'est-à-dire mon cerveau une partie de mon cerveau a explosé. C'est-à-dire environ 40% de mon cerveau est parti. La partie droite qui connecte la partie gauche, en fait, si c'est bien clair, c'est la partie droite qui contrôle la partie gauche et la partie gauche qui contrôle la partie droite. D'accord, ok. Et donc, j'ai fait une anoxie où on parle aussi d'AVC. D'accord, ok. Et ça, dès la naissance, du coup? Ouais, j'ai failli y passer aussi. Si le médecin était venu plus tard, moi et ma mère, on aurait pu y passer. D'accord. Et donc aujourd'hui, ce qui vous est arrivé à ce moment-là a un impact sur votre quotidien? Oh oui, complètement. C'est en plus de la partie visible de l'hémiplégie, tout ce qui est donc de l'oreille jusqu'au pied. J'ai aussi des troubles cognitifs. Ce qu'on appelle des troubles cognitifs, c'est la manque de concentration, la fatigabilité, je tutoie facilement les gens, j'ai du stress, je manque d'organisation et aussi j'ai des problèmes dans l'espace. Donc pas simple au quotidien. Oui, surtout dans le milieu du travail. Parce que dans le milieu du travail, eux, ils ne voient pas du tout que mon cerveau a pris cher à la naissance et que donc pour eux, j'ai que la fatigue physique. Mais il y a une fatigue neurologique qui impacte mon travail au quotidien. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un handicap invisible d'une certaine manière. On ne le voit pas, et pas en fonction de ce que vous faites. Et du coup, les gens, forcément, vont pas comprendre. Non, et par exemple, mon problème pour aller sur mon lieu, de me rendre sur mon lieu de travail, dans le métro, personne ne me laisse la place parce que, à part quand je suis obligé de me serrer fort sur les barres, sinon les gens ne me laissent pas la place. Ils pensent que je suis un type lambda, mais qui a aucun problème. Et ça, au quotidien, c'est déjà, rien que pour se rendre sur le lieu de travail, ça engrange de la fatigabilité. D'accord. Ouais, donc le soir, vous rentrez, vous êtes épuisé. Ouais, donc heureusement, là, depuis le Covid, je suis à 4 jours de télétravail et un jour de présentiel. Mais avant, j'ai eu des problèmes dans mes expériences professionnelles passées parce qu'ils me disaient que j'avais pas de cognitif. D'accord. Et donc, pour eux, je voyageais, je pouvais faire n'importe quoi. Sauf que quand on voyage, c'est la fatigue physique qui prend beaucoup. Et alors que dans le travail, c'est la fatigue neurologique qui prend. C'est deux fatigues complètement différentes, en fait. D'accord. Et du coup, là, au travail, vous aurez toujours un impact, mais qu'en est-il été de votre parcours scolaire? Est-ce que l'hémiplégie vous a impacté et finalement, ce parcours scolaire-là a-t-il, seconde question, du coup, entraîné cette soif de voyage? Mon impact sur mes études,
C'est un impact généralement, plus le trimestre avançait. Au départ, je levais la main pour répondre aux profs. Et à la fin, plus le trimestre avançait, plus la fatigue, plus j'étais comme ça, installé sur mon fauteuil, à attendre que la fin du cours. Hein. Ouais. Et il y a des moments où j'avais des AVS, il y a des années où j'ai eu des AVS, d'autres années où j'ai eu rien du tout. J'ai dû me débrouiller tout seul. Et du coup, j'ai un parcours scolaire complètement. J'ai eu le bac à 21 ans, parce que voilà. Et vraiment, je me suis dit à un moment, pour le voyage, c'est un voyage au Tibet, au Népal et en Chine avec mes parents, en circuit organisé, qui a fait que, en 2004, quand j'ai eu 18 ans, qui m'a donné envie de faire le tour du monde. Parce que j'ai rencontré des peuples au Tibet, des moines, des gens dans les temples. C'était une expérience humaine. Et en fait, je trouve que le voyage, c'est de se recentrer sur soi-même et c'est apprendre à se connaître. Et c'est à ce moment-là qu'on peut, je pense, arriver à dépasser ses peurs ou ses doutes aussi et franchir le cap de la confiance en soi. Parce que le problème du handicap, je trouve, il y a le facteur extérieur que les gens ont du mal à accepter le handicap, déjà parce qu'ils ne comprennent pas. Et nous-mêmes, on a du mal aussi à accepter le handicap parce qu'on se dit pourquoi moi, j'ai pas eu de bol, je suis tombé sur un médecin qui n'était pas là, ou quelqu'un qui a eu un accident en cours de vie, un accident de voiture ou quelque chose comme ça, et on se dit pourquoi moi, je suis impacté alors que d'autres ont la chance de ne pas l'être. C'est dur à se dire psychologiquement. Et il faut, je pense, avoir une passion. C'est la passion qui fait que on arrive à dépasser ça. Et si on trouve quelque chose qui nous tient à cœur et qui nous donne envie de surpasser son handicap et l'oublier aussi, c'est à ce moment-là qu'on arrive à sauter le pas, en fait. Comme je dis dans le livre, c'est l'entre-deux-mondes, en fait. J'en parle dans le 2e ou 3e chapitre, je ne sais plus. Et je dis à ce moment-là qu'on se libère de ses peurs, en fait, et on se dit que tout est possible si on se donne les moyens de réussir, en fait. Et là, votre perception, enfin, la perception du handicap, surtout en France, est assez compliquée. Et comme vous l'avez expliqué très bien justement tout à l'heure, sur le fait que vous preniez le métro, le train, les gens ne vous laissent pas forcément la place. Il y a toujours une perception du handicap qui est particulière en France. Qu'en est-il, parce que vous avez beaucoup voyagé, comment les gens, en fonction de certains pays, réagissent? En Philippines, en Inde, comment ça se passe? Par exemple, au Népal, je parle d'un des pays les plus pauvres du monde où je suis allé, eux, les handicapés n'ont même pas de fauteuil roulant. C'est encore pire. C'est qu'on les laisse dans la rue comme ça, sans aide, sans rien. C'est encore pire. Hein. Il y a des pays aux Philippines, par exemple, ils ont droit à des réductions, sauf que ce qui est plutôt drôle, c'est qu'il n'y a aucune installation qui est faite pour eux. D'un côté, ils ont des réductions, et de l'autre, les rues sont complètement cabossées. Pour les fauteuils roulants, c'est impossible de passer. Par exemple, aussi au Japon, ils sont très fiers, les Japonais. Donc, ils cachent les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap pour pas montrer qu'ils existent ou voilà, on les met à part de la société. Et ça, je trouve que c'est dommage parce que on est des personnes tout à fait normales avec des particularités qui font que
Notre quotidien n'est pas tout le temps facile, mais il faut se donner les moyens. On a le droit à l'amour, on a le droit au bonheur, on a le droit de voyager. Moi, quand j'ai eu l'âge dans des parcours de vie, on m'a souvent dit, tu pourras pas avoir le bac, tu pourras pas voyager parce que tu es handicapé. Au lieu de ces gens-là qui, je trouve que ça donne ça fait abaisser les gens, ça nous abaisse à à de la médiocrité, ouais, comme je dis, au dessert, à pas manger à la même table que les gens. Je trouve ça dommage parce que on peut faire les mêmes choses avec des adaptations. Par exemple, quand je voyage, j'essaye toujours de m'organiser pour être le moins embêté possible. Parce que je sais que je suis tête en l'air. Je suis un peu Gaston Lagaffe. Hein. J'ai perdu, en 2 ans, j'ai perdu 6 cartes bancaires, dont deux, dont une en Suède le dernier jour et une en Malaisie. Plutôt drôle. Ah oui, non, c'est pas simple, je pense. Oui, non, mais c'est anecdotique. Ça m'arrive souvent. Et là, c'est vrai que le fait d'avoir soit un handicap qui soit visible ou pas, on peut se dire que c'est un frein pour voyager. Il y a une vision qui est assez peut-être biaisée de cette situation, alors que pas du tout. La preuve, votre livre, vous, votre parcours. Et vous notez aussi dans votre livre très justement qu'il y a des stéréotypes sur les globetrotters. J'en ai noté 3. L'instabilité, être dans la norme et le côté antisocial. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, par rapport à ces stéréotypes des globetrotters? Pour les stéréotypes, on est instable parce normalement, la société veut qu'à 25 ans, on se mette en couple. À 30 ans, on achète un appartement. À 32, 33, on a le premier enfant et à 35, 36, on a le deuxième. C'est vraiment la société qui nous dirige vers un stéréotype. Et les globetrotters, comme on défie ces lois parce que comme on dépense notre argent différemment que le bien pensé de la société, ça dérange. Par exemple, moi qui veux beaucoup voyager, j'aurais pu j'en suis à 110 pays là actuellement, j'aurais pu mettre beaucoup d'argent et acheter un appartement. J'entends souvent ma grand-mère dire, mets des sous de côté, mets des sous de côté. Sauf que j'ai envie de le découvrir le monde. C'est aussi une autre ouverture sur soi et découvrir d'autres choses. On met de côté tout ce qui est matérialiste et on s'inspire de tout ce qui est humain. C'est l'homme, c'est les rencontres humaines qui font que on arrive à se développer aussi et à relativiser les choses. Hein. Moi, c'est grâce au voyage que j'ai réussi à relativiser mon handicap et en faire une force. Parce que sinon, je pense que je serais encore, j'aurais pas eu mon concours. Il faut savoir que quand j'ai eu mon concours, je suis tombé sur les autoroutes cyclables au Danemark, alors que j'étais allé au Danemark l'année d'avant. Ah oui, effectivement, la coïncidence. Non, mais faut se dire que la chance, plus tu voyages, plus je pense que tu rentres dans un cercle vertueux. Parce que tu rencontres des gens, tu rencontres l'amour, tu rencontres. Ce qui est bien au voyage, c'est que tu attends quelque chose, c'est toujours autre chose que tu vas tomber. Oui, on découvre plein de choses, puis beaucoup de gens différents, des cultures différentes. Ouais. Et vous le dites très bien dans votre livre, et ce qui m'amène à tendre vers ma petite valise. Alors, pour ceux qui la connaissent, ils l'ont vu peut-être sur Facebook. Donc, en fait, dans l'ouvrage de M. Pinon, il y a beaucoup d'objets.
Et nous, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que chaque objet relate une anecdote, une expérience de vie, quelque chose qui fait que dans ce livre, vous avez pu parler de votre parcours. Et donc, moi, je vais vous montrer des objets pour savoir à quoi ça vous fait penser. Okay. Et moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée dans ce livre, c'est ça. Ma femme. Attention, Miss Univers. Miss Univers. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu? Et j'étais en voyage en 2017. Je m'étais organisé un voyage Corée, Taïwan, Hong Kong. C'était mon voyage du 100e pays. Et lors de mon voyage en Corée, au Taïwan, tout s'est très bien passé. J'ai rencontré du monde. Et à Hong Kong, j'étais au 14e étage d'un marché couvert. C'était une auberge de jeunesse tenue par des Sikhs, c'est-à-dire les Sikhs, les Indiens qui est avec un djellaba, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et moi, au départ, il m'avait mis sur un lit en hauteur. J'ai donc dû demander qu'on me change de place et qu'on me mette dans une autre chambre. Et donc, dans l'autre chambre où je suis allé, le petit bout de femme qui s'appelle Miss Univers et que voilà, a été le lit au-dessus de moi. Et il y avait un autre Philippin aussi dans la chambre. Je me suis dit, ils vont finir ensemble. Parce que comme avant, j'étais Cupidon, je faisais rencontrer les mondes, je me suis dit, ils vont finir ensemble. Et c'est moi qui vais encore me donner ma place. Sauf que là, j'avais pris confiance en moi grâce aux voyages, aux nombreux voyages que j'ai pu faire avant. Et je l'ai invité dans un resto coréen. D'accord. Et donc, voilà, je l'ai rencontré, ça s'est bien passé, elle voulait rester en contact. Moi, elle me plaisait. Et quelques jours plus tard, je lui ai dit, quand j'étais rentré en France, elle voulait rester amie, et voilà, au départ. Et moi, j'en avais marre d'être l'ami des femmes, parce que j'ai beaucoup d'amis femmes. Et je me suis dit, t'as rien à perdre, mon coco. Il faut y aller. Et donc, je l'ai rencontré le 3 novembre. Le 23 novembre, on était ensemble. Et mariage en 2021, le 2 janvier. Et donc, je suis allé 7 fois aux Philippines, la voir, entre 2019 et 2020. Et donc, en Philippines, 2018. Vous avez pu découvrir beaucoup de choses. La culture. La culture, entre autres. Et dans cet ouvrage, effectivement, à la fin du livre, vous avez des plats. Oui, assez typiques là-bas. Parce qu'en fait, sachez-le, à un moment, nous avons, je vais le montrer, l'évocation de Winnie l'ourson dans le livre. Est-ce que vous vous souvenez un peu de pourquoi vous l'aviez évoqué? Alors, vous l'aviez évoqué parce que vous faites référence à, je cite, vos petits brûlés vous ressemblent à Minnie puisque vous aimez manger. Oui, c'est ça. Et donc, ça m'a fait beaucoup rire parce que il est adorable, on est tous d'accord. Et du coup, après, vous avez parlé de, oui, j'aime manger parce qu'en fait, j'ai découvert plein de choses. Oui. J'aime manger et il y a des choses en particulier que j'aime. Qu'est-ce que vous avez pu découvrir? Moi, je suis curieuse. Par exemple, ma femme, quand je suis allé aux Philippines, elle m'a fait un stage commando de nourriture. Stage commando, d'accord. Le balout, elle m'a fait goûter le balout. C'est un œuf fécondé de canard. D'accord. Donc, qu'on mange cuit. Et elle dit que là-bas, c'est traditionnel. Ils mangent avec du sel. Vu ma tête quand je l'ai mangé, je me suis demandé ce que c'était. Il y a de quoi? Surtout quand j'ai vu l'intérieur. J'ai osé regarder, toucher un peu. Ça ne me donnait pas envie. Je crois que je n'en mangerai pas. Moi, j'avoue, c'est quelque chose que je n'aurais pas forcément mangé. Et elle m'a fait kiffer, j'ai l'intestin de canard et de poulet et de règles de cochon. Les intestins de canard et de poulet? Ouais, le poulet, les intestins. Ça s'est bien passé? Du mal à digérer. Ah ouais, bien, ouais. Et là, en dernière vacances, je suis en Ouzbékistan cet été. Oui. J'ai mangé des fesses de canard, de fesses de mouton. Ah ouais, vous aimez bien
découvrir des choses. Oui, j'aime bien. Non, mais c'est intéressant. Après, au moins, j'ai pas envie de mourir bête. Et vous avez bien raison. Autre objet, le portefeuille. Pourquoi? Parce que même pour n'importe quel voyageur, on a tendance à dire cachez votre portefeuille, faites attention à votre portefeuille, que c'est dangereux de voyager seul, du coup, il faut bien cacher. Qu'est-ce que vous dites par rapport justement à cet objet de portefeuille? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Est-ce qu'à un moment ou à un autre, on vous a volé votre portefeuille? Comme je l'ai raconté, avant, j'ai perdu mes portefeuilles, j'ai perdu mes cartes bleues, et les problèmes de cartes. Et le problème aussi, c'est que les seuls pickpockets que j'ai eus, c'est à Paris. Alors qu'en France, à l'étranger, j'ai jamais eu de problème de vol, mais pour être sûr de rien oublier, moi j'ai un système des 4 P. Pour être sûr de rien oublier, parce que je suis tête en l'air, hein, comme je vous dis, je suis Gaston Lagaffe. Moi, j'ai toujours le portable, portable, iPad, passeport et portefeuille. Si j'ai ces 4 objets, je suis sauvé. Donc la règle des 4 P. Ouais. Et à partir du moment où il manque quelque chose. Oui, j'oublie. Et je sais que je suis dans le caca. D'accord. Et donc, il faut trouver une solution adaptée. Ouais, adaptée pour. Après, il y a un autre objet aussi que j'ai trouvé tout particulier. Alors, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça porte malheur. Le parapluie. Dans le parapluie, pourquoi? Alors, j'avais noté qu'il vous est arrivé un petit quelque chose au marché de Tsukiji. Ah oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce qui vous est arrivé avec tout ce qui est pluie, parapluie? Dites-nous tout. Écoutez, j'étais au Japon dans le mois d'août. Il y avait j'avais pas vu les infos. Je devais rentrer à l'aéroport après. J'étais au marché de Tsukiji. Au moment où j'arrive au marché de Tsukiji, il y a un typhon qui m'arrive dans la tronche. Et ben, c'était la douche gratuite écossaise. Hein. Parce que le premier truc que j'ai fait, c'est essayer de cacher mon passeport le mieux possible. Parce que sinon, on aurait dit une éponge. Moi, de toute façon, j'étais pas équipé pour ça et je me suis retrouvé trempé de la tête aux pieds. Et même, heureusement que j'ai un peu de poids sur moi, comme dirait Winnie l'ourson tout à l'heure, parce que sinon, je me serais envolé. Hein. Et donc, vous avez fait une passe sans le voir. Ah, si, je ouais. Quand même extraordinaire. Je me dis, en plus, là, à cette époque, vous étiez plus à la recherche de découvrir ce marché et de ne pas mouiller votre passeport. Oui, c'est ça qui est drôle. Alors, autre chose, alors celui-là, je vais faire le... Ah oui. Excusez-nous pour cette petite coupure, les aléas informatiques. Donc, il semblerait que nous nous étions arrêtés à l'Étoile des Neiges et un moment particulier où vous vous retrouvez finalement en fauteuil roulant parce que vous avez une opération en France, du coup. Oui, donc j'étais en Serbie avec un ami et on avait fait une balade à vélo. Sauf que à 500 mètres de l'arrivée, patatras, il y a une grosse descente, bien pentue. J'essaye de ralentir mais comme j'ai du mal d'équilibre, je suis tombé direct et mon pied, j'ai senti direct que mon pied s'était cassé parce que j'étais impossible pour moi de me relever. Donc les passants qui m'ont vu en premier, c'est pas mon ami parce qu'il était devant moi. Ils ont vu que ça allait pas et ils ont appelé l'ambulance directe. Donc, je me retrouve dans un hôpital en Serbie. Ils me disent que la malléole est cassée, mais rien de plus. Ils me font un plâtre à la mode gauloise. C'est à la mode gauloise et un peu rustique. Donc, voilà.
Et en rentrant en France, avant, mon ami tient le sac et moi, je suis obligé de ramper dans les rues de Belgrade parce que j'arrive pas à marcher et que je peux pas avoir de canne ou d'attel ou pour tenir de toute façon parce que c'est côté hémiplégique. Et donc, en rentrant en France, on appelle mon médecin qui me dit que les deux bouts de la méole ne touchent plus. Et donc, je dois me faire opérer d'urgence, sinon je ne pourrais plus remarcher normalement, en boitant ou en tenant une canne. Donc voilà, ils me font l'opération. Je suis obligé de me retrouver 2 mois en fauteuil roulant parce que j'ai pas d'autre choix de toute façon. Ma mère me douche et de toute façon, je suis incapable de rien faire. Même me doucher, je peux rien faire. Donc, c'est une expérience, le fauteuil roulant, parce que faut réapprendre à gérer son espace, parce que le fauteuil roulant est beaucoup plus grand que moi, même si j'ai aimé bourreler, comme on disait, j'ai quelques kilos en trop, mais, mais sinon, c'est c'est une perte totale d'autonomie. On a l'impression du jour au lendemain de revoir complètement son champ d'action. C'est complètement limité. Si on veut aller se balader, il faut prendre le fauteuil, il faut prendre la voiture, faut trouver des places pour que le fauteuil puisse sortir aussi. Et donc, quand je suis pendant, après ces 2 mois, pour moi, ça a été une libération. J'ai complètement oublié que j'avais un autre handicap et c'était un bonheur de pouvoir aller se doucher tout seul, de pouvoir aller se balader, de pouvoir remarcher. J'ai eu des douleurs pendant 2 ans quand même à la cheville ensuite. Et c'est vrai que cette expérience-là, vous avez fait repenser peut-être à des moments où vous avez vécu aussi. On en a parlé tout à l'heure. Et c'est vrai que j'ai dit qu'il y avait un objet tout à l'heure. C'est, vous citez le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Oui. C'est un épisode de vie qui passe un peu. Oui, c'est en 2012. Je viens d'arriver à Paris du jour au lendemain. On vient de me muter à Paris. J'étais en voyage en Bulgarie quand le rectorat m'appelle pour me dire que je viens d'avoir le concours. Donc, il faut que je me rende. Samedi, je rentre sur Paris et le lundi, je commence. Et donc, j'ai pas le temps de rentrer chez moi dans les Landes à Biscarrosse. Ça a été un choc culturel et du jour au lendemain, je me suis retrouvé tout seul à Paris avec ma grand-mère. Et le poste qu'ils avaient au rectorat n'était pas du tout adapté au handicap vu qu'ils ne savaient pas que j'étais handicapé. D'accord. Et donc, j'ai commencé à ne plus dormir la nuit. Au départ, je dormais 4-5 heures par nuit. Ensuite, 3-4 heures. Ensuite, 2-3 heures. Ensuite, plus rien du tout. Et pendant 10 mois, j'étais dans un monde parallèle, dans un cercle vicieux où tout est noir, c'est comme un serpent avec son venin, la dépression, pour moi, c'est ça, c'est un serpent avec un venin qui s'infiltre dans ton corps, on ne sait pas pourquoi. Tu as l'impression d'être un zombie et tu as l'impression que tu ne sais pas quand tu vas toucher le fond. En septembre, j'ai mis un message sur Facebook pour dire que j'allais mettre fin à mes jours parce que j'en pouvais plus. Je n'arrivais pas à trouver la solution. Il y a mes parents qui viennent à Paris et je dois voir 2 médecins. Le premier médecin a dit que je devais aller en hôpital psychiatrique parce que à cause de la dépression. Et à ce moment-là, avant d'aller voir le deuxième, je me suis mis à courir dans Paris
J'ai pas suivi les instructions de mes parents. Et je me suis dit, ce jour-là, plus jamais ça. Et c'est à ce moment-là où j'ai réussi à trouver le déclic au fond de moi, de me sortir de la dépression qui me rongeait depuis 10 mois. Et j'ai couru dans Paris et je me suis dit, maintenant, tu vas réussir les choses dans ta vie. Et du coup, vous avez continué à voyager, à découvrir des choses. Et c'est surtout qu'à un moment, vous parlez de quelque chose qui m'a beaucoup touché, le phare. Est-ce que vous vous souvenez de ça, cet épisode-là, le phare? Où effectivement, vous évoquez le fait qu'il y a une ampoule électrique et vous expliquez, pour briser ces cloisons, le voyage est un phare qui éclaire bien au-delà des mers par sa diversité et son humanité. Oui, non, mais de toute façon, le voyage, c'est d'écouter, comme je l'ai expliqué un peu auparavant, on, on se redécouvre soi-même. On pense, quand on voyage, il y a beaucoup de gens, j'ai trouvé, dans beaucoup de gens qui râlent parce qu'ils ont des péripéties de voyage, qu'un train est annulé, mais c'est ça, c'est tout le temps. Un train annulé, un typhon, un attentat comme à Londres où j'étais à Londres, au London Bridge en 2017. Ça arrive tout le temps, des péripéties de voyage. Et donc, il faut prendre la lumière que les gens nous donnent, que les rencontres nous font pour se développer, pour apprendre sur soi-même. Parce que si tu penses trouver ce que tu veux en voyage, tu ne trouveras jamais ce que tu veux en voyage. Parce que le voyage te fait et te refait et te défait. Moi, c'est un peu ça que je pense. C'est que il faut vraiment prendre le voyage comme une expérience de vie. Et moi, quand je pars en vacances, je regarde juste le pays où je vais. Je regarde jamais où je vais. Quand je fais un circuit en groupe, je regarde jamais où je vais parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va arriver. Par exemple, là, dernièrement, je suis parti en Ouzbékistan. Je devais être en groupe organisé, sauf que mon deuxième vol a été annulé, reporté de 24 heures. Que à l'agence sur place, personne ne m'attendait et que je me suis retrouvé presque à dormir dans la rue pour aller voir l'agence locale parce que j'étais la seule personne du groupe. D'accord. Et en fait, avec ces péripéties, vous en avez eu pas mal aussi avec des avions, en particulier à l'aéroport de JFK. J'avais noté Oui. d'être resté là-bas à dormir. À JFK, il y avait j'y étais en 2017. J'avais fait New York, Toronto, Montréal, Washington, et ensuite New York encore. Et à ce moment-là, il faisait moins 30 degrés au Canada. C'est quand même, on est habitué maintenant aux 40 degrés positifs, mais il faisait moins 30. Et donc, j'ai dû rester à JFK tout seul parce que j'étais tout seul, avec d'autres personnes qui étaient dans la difficulté, parce qu'il y avait une tempête de neige sur New York et que les vols pouvaient pas partir. Donc, du coup, ils nous ont logés dans un hôtel qui est mis à disposition par la compagnie aérienne. Et voilà, et c'est des péripéties de vie. J'ai dû prévenir ma chef que je pouvais pas rentrer en temps et en heure parce que j'étais bloqué 24 heures à New York supplémentaire à cause de ça. Ouais, puis bon, c'est vrai que
on voyage, il va nous arriver plein de choses. C'est aussi ça, le voyage, c'est ne pas savoir finalement où on va. C'est ça qui est riche. Et j'ai tellement d'objets à vous montrer que là, je vais pas pouvoir, parce qu'avec le temps qui nous est imparti, je vais en montrer un dernier et puis je clôturerai par la suite parce que je pouvais pas ne pas montrer celui-ci. Donc oui, la boule à facettes de Danse avec les stars. À quoi ça vous fait penser? À danser partout dans le monde. Ben, je suis au Sénégal, par exemple, je parlerai après de la Corée, que ça vous dira que. Non, au Sénégal, par exemple, j'ai eu des propositions de mariage et on rencontre des tribus. Au Sénégal, on rencontre facilement des tribus. Et moi, je suis allé danser avec eux sans problème, avec les jeunes femmes de la tribu. Et donc, c'est partout dans le monde. Mais ensuite, ce que j'ai adoré, il y a une chanson que j'aime beaucoup, Despacito. Elle est connue partout dans le monde. Celle-là, on peut, en Corée, qui est plutôt un pays où les gens sont plutôt réservés, que quelqu'un danse dans la rue, les gens tout de suite se retournent, se disent, il est fou celui-là ou quoi? Et moi, j'en ai rien à secouer. Et je me suis mis à danser sur des Despacito en pleine rue dans Séoul. Parce que j'avais envie de danser, que c'est les choses spontanées et les choses où on se prend pas la tête, c'est les mieux en fait. C'est les choses où on se sent libre en fait d'être tel qu'on est. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, je me suis libéré le poids du handicap et le poids du regard sur l'autre aussi. Parce que c'est important les regards sur l'autre. On est souvent attaché à l'image qu'on donne aux gens, alors qu'il faut complètement se détacher de tout ça et, et se développer personnellement pour arriver à canaliser la peur de décevoir l'autre. Parce que c'est souvent lié à ça. Et petit épisode de danse en Corée. Oui, j'en ai parlé, c'est Despacito, là. C'était Despacito. Ouais. Et vous avez, comment dire, vous vivez la danse. Et pareil, à un moment, vous avez expliqué qu'il y avait une animatrice où vous aviez fait aussi une émission, enfin, pas d'émission, mais Danse avec les stars. Vous aviez dansé justement. Et qu'à un moment, vous étiez tellement à bout de souffle que vous en pouviez Ah plus. oui. Il y a eu ça aussi. Mais finalement, la danse, c'est que ça, c'est de la joie. Oui, c'est de la libération, c'est la la libération du corps, accepter son corps aussi. Aussi, c'est important. C'est très important. La fois où j'étais en Tunisie avec des amis, on a fait un concours de danse. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Et, bon, il fallait danser tout le temps. Et c'est les gens qui choisissaient qui partaient et qui restaient. Et moi, comme la danse continuait, j'ai pas pu m'arrêter. J'ai perdu mon souffle. Et à la fin, j'étais en train de HF par terre. Ouais, surtout c'est bon quand on commence à s'entraîner. Moi, on a dû faire, il y avait une dizaine de personnes quand même, donc une dizaine de danses à la suite. Mais c'est vrai qu'on sent dans votre livre la joie de vivre, le fait de, on se préoccupe pas du regard des autres, faut s'amuser, faut profiter. Enfin, moi, en lisant votre ouvrage, ce qui ressort, il y a beaucoup d'humour. Il y a aussi beaucoup de choses en rapport. Alors, je vais vous rigoler avec tout ce qui est émission, télé-réalité. J'adore quand vous faites des références à certaines émissions qu'on voit à la télé. J'ai beaucoup. J'en ai fait une, moi, une émission de télé. C'était quoi? Mon partenaire particulier. C'est ce que j'ai vu. J'ai fait ça aussi parce que je suis touche à tout. Je me dis que on n'a qu'une vie, faut essayer. À ce moment-là, ils m'ont mis une styliste comme je m'habillais. Ils ont voulu faire de l'humour, à mon avis. Comme je m'habillais pas très bien. Et donc voilà, il faut partir. Il faut passer à la télé. C'est un épisode de vie. Hein. C'est enrichissant.
Alors, pour clôturer cette intervention, je peux lire la conclusion Bien sûr. de votre ouvrage, je me permets, parce que je trouve que, enfin, moi, cette conclusion m'a beaucoup marqué et je pense qu'elle va en marquer plus d'un. Chaque personne possède le pouvoir d'être la meilleure version d'elle-même. C'est comme dans un jeu vidéo, où plus tu entraînes ton personnage, plus ses capacités augmentent et plus son armure devient forte. Ça marche pour toi comme pour moi. Les combats deviennent juste des épreuves. Ouais. Et l'adversaire est toi-même. De ta façon de prendre la vie dépend ta force intérieure. Au départ, je prenais la vie comme un combat. Je me trompais. Car ça a un impact négatif sur ta vision du monde, sur ta gestion du stress. Si tu vois chaque obstacle comme un problème, tu rentres dans un cercle vicieux où chaque effort devient une guerre et dans une guerre, il n'y a pas de vainqueur. Et puis avec le temps et les voyages, j'ai pris les difficultés comme une expérience, un moyen de m'enrichir. Quand une porte se ferme, ce n'est pas la fin du monde. Il faut juste voir l'autre porte qui s'ouvre. Celle du tout est possible. Ouais. J'ai mis 7 ans à écrire celui-là. Et Ok. je trouve qu'il est très beau. Ce Merci. livre est plein d'espoir, surtout. J'insiste véritablement sur la lecture de celui-ci. Donc, il est disponible à la bibliothèque, mais vous pouvez aussi le récupérer en dédicace à l'étage. Et si vous souhaitez venir nous voir, on est au bureau, donc n'hésitez pas à demander à Elodie et Émilie, elles vous orienteront pour venir nous voir. Est-ce que vous avez un dernier mot par rapport à cette présentation? Ouais, pour les gens qui ont peur de voyager, qui ont peur du regard des gens, eh ben, franchement, il faut, faut arrêter de se fier à ce que pensent les gens. Parce que si on se fie à ce que pensent les gens, moi, on m'a dit quand j'étais petit, tu as un no life, tu n'as pas de vie, mais pas du tout. Faut se battre. Faut avoir le courage de sortir de son confort. Et c'est en sortant de ce confort qu'on devient libre, en fait. Parce que on se détache de toutes les impuretés que la vie donne. Et voilà, faut toujours vraiment croire qu'on peut faire quelque chose si on veut le faire, vraiment. Merci. Ouais. Merci pour ce message. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Merci pour le partage de ce livre. Et n'hésitez pas à nous retrouver sur nos prochaines vidéos, à emprunter cet ouvrage et à nous mettre des commentaires. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part si on veut échanger avec vous? Sur mon compte Facebook, Dimitri Pilon, tout simplement. Vous me mettez sur Messenger, vous m'ajoutez en ami, il n'y a aucun problème. J'ai mis tous les 110 pays que j'ai visités à l'heure actuelle. J'ai toutes les photos des voyages que j'ai mis sur mon compte. D'accord, bon, c'est chouette. Oui, effectivement, il y a beaucoup de photos, j'ai pu les voir. Et j'ai Émilie qui me demande si effectivement vous avez des questions. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Je n'entends pas, Émilie. Voilà. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question. Il y a une question. Ah oui, on est preneur, dites-nous tout. Est-ce qu'il a quitté son emploi au rectorat? Est-ce que vous avez entendu? Alors, est-ce que vous avez quitté votre emploi au rectorat? Et maintenant, je suis toujours dans l'éducation nationale. Ils m'ont mis d'un coup à l'autre. J'ai fait beaucoup d'établissements parce que je convenais pas à la norme sociétale qui veut qu'on performe tout le temps. Ils m'ont trouvé un poste où je peux être en télétravail, à l'Institut national d'histoire de l'art. Je sais pas si vous voyez, c'est 2 rue Vivienne. Donc là, ce poste-là, il est adapté à mon handicap parce que je peux faire du télétravail. Maintenant, ils ont compris que je pouvais pas tout faire. Ils ont compris mon cheminement. Et donc, j'ai des gens très bien avec qui je travaille. C'est aussi pour le travail.
c'est une question humaine. Si les gens ne comprennent pas le handicap, il y en a qui vont pas chercher à comprendre parce que tu leur donnes du travail en plus. Alors que d'autres vont faire, comme ils ont des personnes en situation de handicap dans leur quotidien, vont faire l'effort. C'est le handicap, c'est vraiment, tu tombes sur des gens très bien, positifs, et tu tombes sur des gens qui veulent que tout soit comme avant, que la personne n'ait pas de trouble cognitif, là, c'est mortel. Moi, je pourrais rien faire. Je peux rien faire pour eux. Ouais, c'est important de communiquer et que les gens puissent comprendre. Ouais. Est-ce qu'on a répondu à la question? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça a l'air bon. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, si vous souhaitez une dédicace, ce qui est mon cas, donc on vous attend. Ok. Et puis, sinon, on vous retrouve très bientôt Merci. au sein de la bibliothèque. À très vite et merci encore à monsieur. Merci. Merci. Merci à vous.